Merci déjà d'être si nombreux pour un panel Image Comics, ça me fait genre hyper chaud au cœur parce que c'est si quelques personnes dans la salle connaissent notre boulot, ils savent qu'on aime vraiment énormément Image Comics et je vais me retrouver sur scène avec des gens que j'aime autant que vous et dont je suis vraiment fan, donc je vais essayer de faire face à la pression et tout ça puisque on a un honneur dingue, c'est d'avoir un des membres fondateurs notamment d'Image Comics aujourd'hui, Kieron Gillen, Kyle Higgins, une vraie affiche énorme, et puis avec moi j'ai deux Français pour m'accompagner, j'ai Mathilde que vous pouvez applaudir bien fort qui va traduire la conférence pour vous. Je t'en prie Mathilde, assis-toi. Je sais pas d'ailleurs où tu veux t'installer, écoute, peu importe, au milieu moi je pense que c'est très bien. Hein. Et puis on aura Thierry Mornay aussi de Delcourt que vous pouvez aussi applaudir bien fort pour tout ce qu'il a fait pour les comics en France. Et puis on va les accueillir sans plus attendre. Le premier d'entre eux, c'est Erik Larsen. Et alors là, je veux vraiment un vrai tonnerre d'applaudissements. C'est une vraie légende des comics que vous avez là, en chair et en os. Have a seat. Yeah, anywhere. Yeah, I think so. La deuxième personne, du coup, pour l'accompagner, c'est son éditeur français, c'est Thierry Mornay. Un autre des trois auteurs qui va nous accompagner aujourd'hui, qui a sorti notamment Adrian's Wall, qui est une avant-première Glénat en français, qui sort encore en VO et qui n'est pas encore compilé de cette façon chez eux, c'est Kyle Higgins. Et puis le dernier d'entre eux, c'est pas le moins rock'n'roll puisque c'est un auteur qui aime énormément la musique. Ceux d'entre vous qui ont déjà lu The Wicked and the Divine et qui liront Phonogramme l'année prochaine chez Glénat Comics le connaissent déjà, c'est Kieron Gillen. Avant de passer aux choses sérieuses et du coup de revenir sur l'histoire et les 25 ans d'Image Comics, parce que Image fêtera ses 25 ans l'année prochaine, oui déjà, ça fait un coup de vieux pour les plus vieux d'entre nous. On va déjà un petit peu revenir sur la création du label, une création qui a vraiment marqué l'histoire des comics aux États-Unis, en France, puis avec Kyle et Kieron on reviendra sur la seconde révolution d'Image Comics, j'aime l'appeler comme ça puisque c'est vraiment ce qui s'est passé à mes yeux dans l'industrie, et à la fin, si on a le temps, et j'espère que vous aurez beaucoup de questions pour eux parce que d'Image on pourra en parler pendant des heures, on fera une petite séance de questions-réponses, donc voilà, je compte sur vous pour être bien inspiré et profiter de leur présence parce que mine de rien, bah, c'est pas rien. Eric, on va commencer avec toi. Mathilde, je te laisse traduire les questions. La première question qui me vient en tête déjà, c'est quels sont vos souvenirs de ces 25 ans qui se sont écoulés et qu'est-ce que vous a apporté Image Comics pendant ces 25 ans, et surtout, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la création des 7 membres fondateurs à l'époque dont vous faites partie, avec tous ces grands noms des comics, et le pourquoi de cette création? So first question for you, Eric. What are your memories of those 25 years at Image Comics, and what did the foundation of Image bring to you? And could you maybe talk a little bit about how you founded Image with all these creators at the time? You want me to cover all 25 years? Only the best memories. My memories of it they're all spectacular. It was the way that the company came together was that me, Rob Liefeld, and Jim Valentino had gone out to dinner with the publisher of Malibu called Dave Aldrich. And at that point, Rob had asked Dave, would you publish a comic book by me? And he said, I would publish a comic book by any of you. So we kind of took that as, okay, well, let's try this out. And I think at that point we started seriously considering, well, how would it work? Would the audience who was buying our stuff over at Marvel, would they follow us over to at another company? Rob was very curious about that in particular. And eventually, just between the three of us, we started talking to other creators, and it just grew and grew from there. And then we decided, okay, let's do this. Mes souvenirs de ces 25 ans à Image sont absolument excellents. La façon dont ça s'est passé en fait au début, tout simplement, c'est que
un soir, moi-même, Rob Liefeld et Jim Valentino, nous nous sommes retrouvés un soir pour dîner et nous avons discuté entre nous avec un éditeur de Malibu, right? Yeah. What was the name of the publisher? What was the editor on Malibu? Dave Albrecht. Dave Albrecht. Et Rob lui a demandé tout simplement, est-ce que tu serais prêt à publier une nouvelle série créée par l'un d'entre nous, et il a répondu, moi je suis prêt à publier n'importe quelle série par n'importe lequel d'entre vous. Et donc on est parti de là, et à partir de ce moment-là, tous les trois, avec Rob et Jim, nous avons réfléchi à d'autres auteurs que nous pourrions impliquer dans cette aventure, et c'est comme ça que ça a démarré. Et est-ce que par rapport à cette création, le pari que ça représentait de quitter Marvel et DC aussi à l'époque, qui était quand même et qui reste aujourd'hui encore le Big Two, est-ce que c'est un pari qui est réussi? J'imagine que oui, en étant le troisième éditeur de l'industrie en termes de chiffres, mais aussi qualitativement et éditorialement, puisque Image Comics fait des comics différents qui sont loin des standards des super-héros et des clichés qu'on peut avoir quand on pense comics. Et est-ce que lui, justement, ça c'est quelque chose dont il tire une fierté particulière? So it was quite a gamble for you to move away from DC and Marvel and go in a completely different direction with this new series at Image. So is this something you are especially proud of? Sure. I'm especially all that to get yes. Yes, it was a gamble. I mean, I had just bought a house with my wife. And so we had a mortgage to pay. So if it didn't work out, I don't know what I would be doing, you know. But I think it was a gamble worth taking, and it paid off very well. So no regrets. Oui, absolument, c'était tout à fait un pari à ce moment-là. La question de savoir d'ailleurs si notre lectorat allait nous suivre à partir des Big Two dans cette nouvelle aventure. Par ailleurs, ma femme et moi-même avions à l'époque tout juste acheté une nouvelle maison et nous avions un emprunt à rembourser. Donc effectivement, c'était un coup assez risqué, mais finalement, ça a bien payé. Et avant de passer à nos deux autres invités, Kyle et Kieron, est-ce que il considère lui aussi qu'il y a vraiment deux périodes chez Image qui sont celles de la création à l'époque, avec Spawn, avec Savage Dragon, avec toutes ces séries légendaires qu'on fait vivre les 90s en comics, qui n'ont pas été forcément une période qui ont été une période délicate pour Marvel et DC, au moins qualitativement parlant, et le nouveau Image Comics, celui qui est là depuis je ne saurais même pas dire, mais 4-5 ans maintenant, qui est un vrai Eden pour les créateurs avec le système du Creator Owned et ces choses-là. Would you say that there are two separate periods in Image Comics, like with the first era being from the Foundation with all these new series, Spawn and Savage Dragon and everything you did at the time, and then maybe that which was very important at the time in the 90s, where it was very definitely very of quality from the Big Two publishers, and then a second period, more recent, in the latest 4 or 5 years, which have been a kind of new paradise for creator-owned series. Very much so. When we started, it was a group we were all doing superheroes over at Marvel Comics, and so when we formed Image Comics, we wanted to duplicate that in a way, and so we did superhero books which all tied in with each other and all had a shared universe, and now it's sort of opened up and anything goes. Oui, absolument. À l'époque de la fondation d'Image, donc avec ces auteurs qui s'étaient tous rassemblés, qui à l'époque travaillaient tous sur des séries de super-héros chez Marvel, et donc qui se sont rassemblés pour fonder Image. L'idée, c'était finalement de partir aussi sur des séries super-héroïques, de créer de nouvelles licences de super-héros qui coexistent toutes dans le même univers et qui se recoupent entre elles, alors que effectivement la deuxième période d'Image évoquée par Sullivan est totalement différente, et avec une approche beaucoup plus ouverte, et maintenant chaque auteur peut créer ce qu'il veut. Et je vais juste, avant de passer la parole à Kyle et Kieron, revenir avec Thierry aussi sur cette période de 25 ans, puisque Thierry, ça fait au moins aussi longtemps que tu publies des comics en français, que ce soit chez Semic ou chez Delcourt aujourd'hui. Ouais, je prends de l'âge, ouais. Et comment toi, tu as vécu ces deux révolutions du comic book qui ont été Image dans les années 90 et le Image des années 2010?
En fait, je les ai vécus à la fois à titre personnel en tant que lecteur, hein, puisque j'ai eu la chance de pouvoir passer de mes lectures traditionnelles en France, des magazines Strange ou Sage Édition avec les séries Marvel et DC respectivement, à justement d'autres comics qui étaient l'émergence et l'arrivée de la vague Image en France chez Semic. Et puis je l'ai vécu aussi professionnellement avec la possibilité d'éditer des titres assez tôt au sein du catalogue à la fin des années 90, qui était Spawn, qui était Savage Dragon justement dans sa première incarnation en version française, avec Darkness, Witchblade, enfin tous les titres un petit peu fondateurs quoi. Et personnellement j'aurais tendance à placer la seconde vague, même si elle est relativement graduelle, des titres Image à l'émergence d'un titre qui s'appelle The Walking Dead, vous connaissez peut-être, et qui a été vraiment le titre qui a marqué les esprits en même temps que provoqué un gros changement sur le marché, puisqu'il a permis l'émergence de titres qui étaient justement des titres différents des titres super-héros. Et comme le disait Eric, justement, même s'il continue aujourd'hui à se faire des titres de super-héros, il continue à travailler sur Savage Dragon, il continue à travailler sur Spawn en ce moment avec Todd McFarlane, mais derrière, il y a eu l'émergence de titres extrêmement différents, et aujourd'hui, on a accès à un panel extraordinaire en termes de variété et de genre chez Image, chose que l'on n'avait pas forcément au début, où tous les titres avaient tendance un petit peu à être calqués sur le modèle du marché qui était des super-héros de chez Marvel et DC. Et ça, juste un petit commentaire personnel en tant que journaliste, il faut se rendre compte de la chance qu'on a aujourd'hui en France d'avoir autant de séries Image qui sont publiées à des prix qui défient toute concurrence, avec une variété d'auteurs qui est absolument dingue. On pourrait en citer 50 là comme ça juste ici, et je pense aux méga succès qui sont Walking Dead, Saga, Paper Girls, Wicked and the Divine du coup qui arrive en France et qui est complètement dans la même veine. Et c'est vraiment la France, on parle souvent de cette particularité culturelle qu'on a dans la relation avec la bande dessinée, où on a l'industrie franco-belge, on a les mangas, on a les comics, et on a en fait ce qui se fait de mieux de chaque partie. Et rien que ça, merci aux gens comme Thierry qui depuis longtemps maintenant luttent pour nous mettre les bonnes séries entre les mains, parce que il y a plein d'autres pays où je vous assure que c'est pas le cas, et nos voisins allemands, italiens, espagnols et tout sont vraiment très jaloux de pas parler français et de pas avoir accès à ces choses qu'on a. On va passer à Kyle et Kieron. C'est une question qui est un peu pour vous deux. Comment vous, puisque c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui, vous avez vécu la création d'Image Comics à l'époque, peut-être en tant que lecteur. Je sais que Kieron n'écrivait pas encore de comics par exemple à l'époque, je pense que Kyle non plus. Et puis on va déjà commencer par là, et après on parlera de ce nouveau rôle chez Image. So now a question for both you, Kyle and Kieron. How did you experience this foundation of Image at the time? Maybe as readers, maybe you weren't writing comics yet at the time. So what was your experience of the foundation of Image? I wasn't reading comics in the 90s. That's the thing. I experienced it entirely at a distance. I grew up in a town called Stafford, and there were no comic shops in Stafford, so we didn't get American comics. I only got into comics properly, like hard, in my mid-20s. And I was living in a big city. Well, I was living in Bath. That's a very small city. And then suddenly I fell in love with the medium. And that was like, at 25, I just discovered music for the first time. And then I went back. And then I read the history and I learned where things came from. And by the time I was coming to enter comics, like in the mid-noughties, there was a fundamental heroism to what the Image creators achieved. There's the incredible ballsiness. There's so much about the industry's history. It is about trying to make people suffer in a serfdom. And the Image creators had a sense of their own worth as creators and acted upon it. That's always inspiring, you know. Alors pour ma part, à l'époque, je ne lisais même pas encore de comics quand Image a été fondé. Moi, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Stafford, où il n'y a pas de comic shop, donc je n'avais pas accès aux comics à l'époque. Je suis venue à la lecture des comics plus tard, vers l'âge de 25 ans. Et à ce moment-là, je suis vraiment tombée amoureux de ce médium et des opportunités qu'il offrait en termes de narration. Et du coup, après cette première découverte, j'ai commencé à retourner un peu en arrière, à découvrir d'anciennes séries, etc. Et ce qui m'a profondément marqué dans les séries publiées chez Image, c'était vraiment l'importance donnée aux créateurs. Et c'était une maison d'édition qui ne cherchait pas simplement à flatter le lectorat, mais qui mettait vraiment en avant la créativité de ses auteurs. I first started reading comics during what we now look back on as the incredible renaissance that was Spider-Man, the Clone Saga. And I promise that joke is really funny in English.
but I was about, it was like 1994, I was like 9 years old, and I remember being on a camping trip with some friends. I'm sorry. I remember being on It's not my fault. a camping trip with some friends, and I had just started reading comics, and one of my friends had this, it was either Youngblood or Wildcats, I can't remember which, and I was like a Hawkeye fan at the time, like I just discovered Hawkeye, and there was someone with a bow and arrow, but they were red. That was Youngblood. That was Youngblood, okay. And he's like, well, this guy is way better than Hawkeye. And I was like, well, who is he? And he described him to me, and I was like, but isn't that Hawkeye? And he's like, no, he's better. And then I read it, and it was better. And that was so I was like, I don't know what this other company is. And then I learned about Savage Dragon, and I learned about Spawn, and I learned about kind of the history of what had happened even just 2 years earlier. And even kind of at that young age, I was very aware of what kind of a seismic and ballsy move that would be for creators to walk from essentially their established jobs to start something new on their own. And as I got a little older and I started reading more and more comics, it was something that was very appealing to me, and I never thought I'd be a writer. I never wanted to be a writer. I frankly don't like writing. But when I started writing, that was always kind of like the gold standard to me, that maybe one day, instead of working on, you know, Batman books and things like that, I could create something of my own and publish it at Image, where I own everything, and it's me and the artist to the audience, and that's it. And when we did Cowl, like that was my first Image book. That's probably, to this day, that's the highlight of my career. Moi, je suis venu aux comics à une époque assez particulière, qui était celle de l'âge d'or du Spider-Man de la saga des clones, c'est ça? Yeah. Voilà. Donc c'est une blague qui normalement est extrêmement efficace en anglais. Et donc à l'époque, adolescent, j'ai fait un voyage, je suis allé camper avec des amis, et un de mes copains avait des comics d'un personnage qui s'appelle Youngblood. Et qui ressemblait beaucoup à Hawkeye. Et donc moi je lui disais, bah alors c'est Hawkeye ton personnage? Il me dit non, tu vas voir, c'est beaucoup mieux que Hawkeye. Et donc j'ai un peu feuilleté ces comics, et effectivement c'était beaucoup plus excitant que Hawkeye. Il y avait un côté extrêmement culotté dans cette série, et du coup à partir de là je me suis intéressée à parce que je découvrais en fait un éditeur que je connaissais pas du tout encore, et donc je suis allée me renseigner, je suis allée découvrir un peu les autres séries, Spawn, Savage Dragon, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une audace assez formidable chez cet éditeur, avec toutes ces séries très originales. Et à l'époque, moi, j'avais pas du tout l'objectif de devenir un scénariste de comics. D'ailleurs, pour être très honnête, je n'aime pas écrire, hein, même aujourd'hui encore. Mais à l'époque où j'ai commencé à écrire, pour moi, le but, c'était pas d'écrire un énième livre de Batman chez DC, c'était vraiment de m'en tenir à ce standard de qualité-là que j'avais pu voir chez Image. Et c'était pour moi vraiment un modèle, un but à atteindre en tant que scénariste. Et toujours pour Kyle et Kieron, est-ce que vous ressentez, ou au moins ressentez, je ne sais pas quel terme vous conviendra le mieux, mais une forme de mimétisme par rapport à ces 7 samouraïs des années 90 qui sont des grands noms de la bande dessinée, qui à un moment ont claqué la porte de Marvel et ont dit ok, on va faire nos trucs pour nous avec nos droits, et si un jour Hollywood l'adapte, ce sera à nous. Et cet exode en fait qu'il y a eu, parce que par exemple Kyle a bossé pour DC Comics avec Gates of Gotham, avec Scott Snyder notamment, et d'autres séries. Kieron a fait du Thor pour Marvel, et ils connaissent très bien ces maisons là aussi, et progressivement avec beaucoup d'autres auteurs, Brian Kevough, Jeff Lemire, Ed Brubaker et beaucoup d'autres, ils ont vraiment glissé vers Image, vers un modèle qui, à mon sens, et je pense que pour eux aussi leur permet plus de créativité, plus de liberté. Et est-ce qu'ils ressentent, et je pense que Kyle en a un petit peu parlé en parlant de ce bold move des 7 créateurs d'Image, un peu cet héritage de la génération précédente que eux-mêmes aujourd'hui continuent d'appliquer, puisque même s'ils bossent pour une grande boîte d'édition, ça reste leur propre série avec leurs propres droits et tout leur appartient aujourd'hui.
Do you both, Kyle and Karen, do you feel in a way maybe you're kind of channeling also what happened with this Seven Samurai of the comic writers who created Image at the time, and with the generation you're a part of, which is kind of a second wave. Do you also feel you had a similar experience of, because you've both worked also with the big two, you Karen at Marvel, you've been writing Thor, and you Kyle, you've been working at DC. So do you kind of feel that you maybe went through a similar move of taking this kind of exodus from the big two and going to Image, and with this idea of, even though you're working with a kind of big publisher at Image, you're still the owners of your creations? Yeah, I actually very much feel that way, especially the time, just the sequence of events that led to launching Cowl and the Image. What is it called? What's the thing called again? No, the convention. Oh, Expo. The Image Expo convention where I went and announced Cowl. It was coming at a very hard time in my career, just as far as what I was doing at DC and kind of the landscape of the company, as well as the books that I was doing. And so to make that jump to go do something of my own that is entirely mine and Alec and Rod's, it's our team on Cowl and Hadrian's Wall, was scary, but incredibly, just even that day when we announced it, incredibly rewarding and fulfilling that there was an environment and a culture and a fan base that I was not familiar with that was very, very welcoming and very, very exciting, excited about new original stories. And I remember thinking, even the day when we announced it, even if it doesn't sell, it was the best move I could make. Oh, Cowl, okay. Oui, absolument. À l'époque à laquelle nous avons lancé Cowl, et donc où je suis allée à Image Expo pour annoncer le lancement de cette série, c'était une époque assez particulière où moi je traversais des difficultés dans mon travail à DC Comics, et donc oui, c'était vraiment c'était un moment extrêmement particulier, c'était un pas très important à franchir, le lancement de cette série, mais j'ai eu la chance absolument extraordinaire, en sortant cette série chez Image, de me retrouver face à un lectorat qui était très accueillant et très friand de nouvelles créations. Et donc j'ai tout de suite eu le sentiment, dès le lancement, l'annonce même du lancement de cette série, que même si la série ne se vendait pas, c'était quand même en soi un succès de la publier chez Image. Remember the question. I'm a bit different in that obviously I did work at Image after leaving Marvel. Or like after my time at Marvel, but I came in via Image. I mean, the traditional way, as my accent may give away, I'm a British person. You worked at 2000 AD, and you did 2000 AD until the Americans noticed you, and then you did like books at Marvel, and you came in that way. I was like one of the first generation of people whose peers were internet people. I was mainly like friends with Matt Fraction and people like that. And we had no desire to work for 2000 AD because they own all your ideas, and you have to make up the ideas as well. So we just went straight to the Americans, and that was our first book was at Image, and so the idea of Image is just how we kind of think comic books should be in their ideal state, as in it's all the creators, it's the ideas, it's putting something new into the world. So that's kind of always been kind of the gold standard of where we wanted. And of course, the weird thing about the current kind of Image revival in the last 5 years is that this kind of builds upon all the work that like Eric Stevenson was doing as editor-in-chief there. Like the books in 2006, it was me, like Casanova and Fell and all those kind of books. They were kind of helping change what Image was doing a little. And so that's kind of like the groundwork which led to a lot of what happened there. I don't know, I say it's just very complicated. Image is very much the ideal state. Pour moi, l'expérience a été un peu différente, à vrai dire, puisque, comme vous l'aurez sans doute remarqué à mon accent, je suis britannique, et donc pour nous, ça se passe différemment.
La façon dont ça se passe pour les auteurs britanniques en général, c'est que vous passez un certain nombre d'années à travailler pour 2080 en attendant que les Américains vous repèrent et vous contactent pour aller travailler chez Marvel par exemple. Moi dans mon cas, je n'ai pas... Dans mon cas, moi, je n'ai pas commencé chez 2080, mais en revanche, je fais partie de la première génération qui pouvait communiquer directement avec ses collègues via Internet. Donc c'est via Internet, par exemple, que je suis devenue amie avec Matt Fraction et d'autres auteurs de cette génération. Et donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à partir du moment où il a été question de me lancer dans les comics, eh bien, directement, nous sommes allés voir les Américains et leur soumettre nos idées. Et donc, Image était vraiment était l'éditeur évident pour nous. Et donc j'ai commencé directement à Image. Et à l'époque, Image, c'était vraiment représenter un standard de qualité, effectivement, pour les séries originales. Il y avait à l'époque déjà des éditeurs comme Eric Stevenson. Et il y avait des séries... Phonogram. Casanova and Fell and a few other books. Nightly News. Hickman came in there. Rick Remender was doing stuff like Fear Agent. So a lot of the writers of my generation came in through Image. Oui, donc à l'époque, on était au mi-temps des années 2000 et donc il y avait des séries comme Casanova, comme Veil. Et Rick Remender aussi commençait à travailler chez Image, et donc vraiment c'était le paradis des créateurs là-bas, et donc on a commencé directement avec Phonogram chez eux. Et toujours avec Kieron, très rapidement, est-ce qu'il y a une autre analogie qu'on peut faire avec le punk, avec cette émancipation aussi qu'il y a eu par rapport au Big Two et avec cette logique de où Image devient un relais en fait, mais c'est de l'artiste au lecteur où vous faites ce que vous voulez, et c'est pour ça que Thierry le soulignait tout à l'heure. Tous les types d'histoires peuvent être publiés chez Image et il y a vraiment toutes sortes de choses. On peut même plus du tout catégoriser ça en tant que comics tout simple. Enfin, ça a vraiment permis à un genre qu'est la BD américaine de mainstream en plus de vivre sa vie et son aventure en se coupant un peu des ponts quoi. Et je sais que c'est le mélomane de la bande et on prend un peu d'avance sur la conférence sur The Wicked and the Divine, mais est-ce que lui-même ressent ça aujourd'hui en tant que créateur, d'être ce genre de punk moderne? So, would you say that maybe you can draw an analogy to punk, to the punk movement, with Image, as Kyle was saying? In Image, you are free to create whatever you want to create, and there's the creators have really free reign with their work. And so, would you, as a music lover, would you maybe kind of draw this analogy to punk and the freedom it represents? I will always draw analogies to punk. Actually, ironically, I was just thinking about punk. I was thinking like those kind of mid-noughties Image books. Like the one thing, we did those books and they did not sell. The market was not interested. And then those kind of creators all went to basically be Marvel Now, and then they've left and done their own work. And it makes me sort of think of, I don't know, Phonogram as the New York Dolls. Like they were a cool band but they didn't sell. And Wictiv as the Sex Pistols. The idea, I think the time was just right for that. So yeah, it's a good, and of course that also speaks to the quality. When I say quality, I mean the characteristic of the work. That you can kind of decide what you want to say. I mean, you can define punk however you wish, but at least punk is, okay, I want to say it like this, in every single way. I mean, there's a reason why Complete Control by the Clash is on the Wictiv soundtrack, and Complete Control is the Clash being phenomenally angry about their record label screwing them. And it's a song about we don't have control here. And of course it's actually inspiring because it says that they do. And it allows them to recover their control by making that song. And that's kind of what Wictiv is. That's a lot of the Image books. Every single page, every single line is ours. We upload the whole PDF, we do the design, we do things which no other publisher would let us. Yeah, and that's as punk as it gets. À vrai dire, je pensais justement au punk juste avant d'entendre cette question. Oui, absolument. Alors, de toute façon, en tant que fan de musique, moi, je suis toujours d'accord pour faire des analogies avec le punk. Mais dans le cas d'Image, c'est particulièrement bien vu, effectivement, comme rapprochement, puisque justement tous ces livres de l'époque du milieu des années 2000, c'était des livres qui étaient
extrêmement originaux mais qui ne se vendaient pas. Et donc tous les auteurs qui créaient ces séries à l'époque finalement sont retournés à Marvel pour faire du Marvel Now avant ensuite de revenir chez Image faire leur propre série. Et donc avec Phonogram, j'aime souvent à dire que Phonogram, c'est un peu les New York Dolls des comics, dans le sens où c'était un groupe très cool, mais qui ne vendait pas. Alors que The Wicked and the Divine, en ce sens, c'est plutôt les Sex Pistols, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés juste au bon moment. Donc... the end of your answer. Oh yeah, right. Voilà, et donc évidemment la spécificité à Image, c'est que donc, non seulement on a une grande liberté de création, mais chaque auteur est vraiment, a le contrôle le plus total sur ses œuvres, sur chaque détail de ses œuvres. Par exemple, dans le cas de Wicked and the Divine, nous avons travaillé nous-mêmes sur la maquette, sur le PDF, la présentation du livre. On a vraiment été entièrement maître de la série. On a complètement choisi aussi comment on allait faire la colonne des correspondances à la fin de chaque numéro mensuel publié là-bas aux États-Unis. Et donc ça c'est vraiment par définition, c'est totalement punk comme attitude. Back to Eric. Est-ce que Eric, vous retirez une fierté particulière aujourd'hui d'avoir été déjà d'être une légende des comics, mais ça c'est plutôt pas mal j'imagine comme statut, mais d'avoir permis aujourd'hui à Image Comics d'être le label qui produit les meilleures histoires, qui a les meilleurs auteurs à son service et qui fait une vraie différence au sein d'une industrie tout entière. Est-ce que vous êtes fiers de cette seconde génération, de la première et du coup de ces 25 ans? Voilà, le retour à la première question, est-ce que ça c'est une belle façon de résumer ces 25 ans, d'être juste les meilleurs aujourd'hui? So back to you, Eric. So are you proud about also this second revolution of Image and of all these creators who have great freedom and ouais, la question c'était simplement au-delà de son statut de légende et de tout ce qu'il a fait pour les comics avec Savage Chagrin, avec Spider-Man, avec Spawn là plus récemment, quelle fierté il retire d'avoir créé le label qui fait des différences que personne d'autre n'a fait auparavant. Je pense à Dark Horse et je sais que Thierry sera d'accord avec moi puisqu'il y a des gens chez Dark Horse comme Mike Richardson qui ont fait un travail formidable avec Mike Mignola, avec d'autres pour que les comics existent au-delà du cercle des super-héros. Mais lui aujourd'hui, 25 ans plus tard, a créé ce label qui réunit les meilleurs tout simplement et c'est pas mal. So Serious? So how do you feel now, 25 years after the creation of Image, about having been at the start of this movement and of this publishing company that gives free rein to the creators, and seeing all the things that have happened in these 25 years and how it kind of changed the world of comics? No. The fact that you guys are responsible for having the best stories out there, the best authors, and to have created a model that's unique and very privileged in a way, and very. How does it feel to have founded Rome? And do you read any books? It feels good. No, right. No, of course it feels fantastic. I mean, the whole process of what we do is so different from every other company, and I think that because of the process of how we create comics, it lends itself to better books. Because at Marvel or DC, you have to write a proposal, and then you have to tell everybody ahead of time what you're going to do, and then you go through the whole process is very sort of long and involved, and you have layers of people who can say no along the way. And at Image Comics, if I decide on page 6 that I want to go in a different direction, I can do that, and I don't need to run it past anybody. And that lends itself to better comics because of that. Because there are none of those restrictions, and you can work in a much more spontaneous kind of way than you could ever work anywhere else.
Oui, bien sûr, c'est absolument fantastique comme sentiment. Parce que évidemment ce qui se passe à Image, c'est que le processus est extrêmement différent de ce qu'on peut observer chez DC et Marvel. Chez DC et Marvel, quand vous voulez travailler sur une série, vous devez d'abord présenter une proposition, présenter votre projet aux éditeurs, et il y a toute une chaîne d'intervenants qui vont chacun donner leur avis et approuver ou pas vos idées. Et donc c'est un processus très long et avec beaucoup de chaînons, alors que chez Image, on n'a pas du tout ce fonctionnement-là avec autant d'intervenants. Chez Image, vous voulez créer une série, vous avez une idée particulière que vous voulez développer, vous pouvez y aller, personne ne va vous mettre de bâton dans les roues. Et de mon avis, cela permet de produire des comics qui sont bien meilleurs qualitativement, tout simplement parce que ça autorise beaucoup plus de spontanéité. Moi, par exemple, si arrivé à la page 6, j'ai envie de prendre une direction complètement différente de ce que j'avais prévu au départ, je peux le faire, personne ne va m'en empêcher. Et donc c'est cette spontanéité-là qui est extrêmement importante. Et j'ai une autre question pour Thierry, parce qu'on fête les 25 ans d'Image, mais on fête aussi les 25 ans de Thierry aujourd'hui. Je parlais d'émancipation tout à l'heure, c'est marrant puisque là aussi il y a un peu une forme de mimétisme ou de miroir. Toi aussi tu t'es émancipé des comics de super-héros puisque tu avais commencé à éditer DC notamment, et que ça a été crucial aussi pour toi à un moment donné de porter ce message que les comics peuvent s'affranchir de ça, même s'il y a de très bonnes histoires chez Marvel et DC, et ça on est tous d'accord pour le reconnaître. Pas forcément. C'était le piège. Je sais que tu as des choses passionnantes à dire là-dessus, et en quoi c'est crucial pour toi que ce modèle juste existe et de l'avoir transposé chez nous, où le Work for Hire n'existait pas ou beaucoup moins, et où il y a toujours eu cette logique de creator-owned dans l'industrie du franco-belge? Ouais, c'est d'abord énormément de chance d'avoir pu être présent professionnellement au moment où il y a eu l'émergence de tous ces comics dont les droits restaient acquis aux auteurs. Et ça, c'est vraiment l'énorme changement qui a été amené par Image. Quelques éditeurs ont tenté de suivre sur le marché américain. Moi, quand je suis arrivé dans la profession il y a maintenant près d'une vingtaine d'années, je travaillais chez Semic, qui était la société qui se relevait des cendres des anciennes éditions Lug, qui publiaient auparavant Strange et qui ne vivaient que sur la licence Marvel. Donc il a fallu trouver d'autres sources d'approvisionnement entre guillemets pour publier de la bande dessinée américaine. Et c'est vrai que je me suis assez naturellement tourné vers ce qui me semblait important et qui me semblait au cœur de la création de la bande dessinée. C'est en l'occurrence les auteurs eux-mêmes et la création, les créateurs eux-mêmes. Lorsque aujourd'hui, à l'exception au sein du catalogue Delcourt que j'ai le plaisir d'animer, je mets de côté Star Wars, qui est une licence historique, mais l'ensemble des autres titres que l'on a la chance de pouvoir publier, ce sont des titres dont l'ensemble des droits et donc des royalties générées par les ventes vont aux auteurs avant tout. Et c'est ça qui reste important et à la base de toutes les signatures et la base de toutes les licences que l'on a la chance de pouvoir publier en français. Au milieu de tout ça, effectivement, il y a des titres majeurs, des titres qui s'imposent un peu moins commercialement, mais ça reste vraiment au cœur de toute la démarche éditoriale d'aller sélectionner des titres qui sont ceux de Ed Brubaker, qui sont ceux de McFarlane historiquement, c'est ceux de tout un tas d'auteurs en fait, moi qui me tiennent à cœur. C'est le cas de Terry Moore qui est présent ici sur la convention. Ce sont vraiment des auteurs qui sont des créateurs et qui maîtrisent entièrement le processus de création de leur bouquin, de leur titre. Très bien. Ce sera ma dernière question et après je vous laisserai la parole du coup si vous avez des questions, et j'espère que vous en avez. C'est une double question à vrai dire. La première est plus courte que la seconde. La seconde, ils vont pouvoir tous les trois nous dire ce qu'ils en pensent. Quels sont les gens à qui ils veulent rendre hommage aussi aujourd'hui? J'entendais tout à l'heure le nom d'Eric Stephenson qui est sorti, et je pense que c'est super important quand on parle de l'histoire d'Image Comics par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui et la place qu'il occupe dans l'industrie des comics, parce que c'est quelqu'un de très très courageux, croyez-moi, et qui n'a pas de problème à rester dans l'ombre. Et mon autre question, elle est plus courte. Quel est le futur d'Image Comics pour eux trois? So this last question is twofold. First of all, are there any specific people you would like to acknowledge today, or kind of give a homage to? Like you mentioned, Eric Stephenson, who's been a very important figure at Image, and who's someone who is not afraid of staying in the shadows, actually. And so, first of all, are there specific people you want to speak about, actually? And second question, what is now the future of Image? Yeah, and it's a question for all of you. Well, obviously all the founders are founding Rome. Warren Ellis, who has influenced my entire generation in so many great books at Image, and is full of everyone I've ever worked with, obviously, they're idiots. You know, there's a gang mentality. I talk about my generation of creators came in via Image.
And that's true. You know, they're just a gang, and we moved in and we took over Marvel for a while, and then we left. You know, it's just kind of what it is. And what is the future of Image? The future of Image is whatever we want it to be. That's the entire point, surely. Pour ma part, alors oui, bien sûr, donc on a cité Eric Stevenson tout à l'heure, mais moi j'aurais envie de rendre hommage à tous ces fondateurs de Rome finalement, mais si je devais en citer un, ce serait surtout Warren Ellis, qui a été une influence très très importante. Et mais après, ce qui est très important, c'est qu'il y a vraiment une mentalité de bande dans ma génération d'auteurs à Image. On est vraiment une génération à être arrivée en même temps et avoir franchi le pas de travailler chez Image. Et voilà, donc ça c'est vraiment la bande à laquelle j'appartiens qui est très importante. Et après, la question de l'avenir d'Image, l'avenir d'Image, il est tout ce qu'on a envie d'en faire. Voilà. I guess I would add, I mean, obviously Eric Stevenson, I would say Ed Brubaker. Ed went to bat for me to Eric at a certain point, and which was, he didn't have to. I'd say Rod Reese, Alex Siegel, who I do my books with. But I'd also like to say all of the people at Image that you don't hear about on the production side of things, who actually put these books together. And because the inmates run the asylum, the books are not always done in a timely manner. And it falls on the production department to make it all work. People like Kat Salazar, who does marketing, and Corey, who is on the sales side. There's a really, you know, Eric's assembled a really great team over there, and it's allowed the company to, I feel like, to grow in the way that it's grown. Corey is one of the most organised people I've ever met. Yes. And I just imagine her going home every night and screaming, having to deal with us all. Pour ma part, bien sûr, je voudrais rendre hommage également à Eric Stevenson, qui est une figure extrêmement importante, Ed Brubaker aussi, mais plus encore, je voudrais rendre hommage à toutes les personnes dont vous ne connaissez pas forcément le nom et qui sont dans la partie production des livres, et donc qui s'occupent de la vente, du marketing. You said Corey? Corey Murphy, par exemple, qui fait un travail vraiment extrêmement important. Et donc tous ces gens-là qui sont finalement dans les coulisses de ces livres et dont vous n'entendez pas parler. Et pour moi, c'est sans qui nous ne pourrions pas faire ce travail. Et voilà. Et Karen ajoutait que pour ma part, j'aime imaginer Corey rentrant chaque soir. Oui, pardon, excusez-moi. Je finis d'abord ce que disait Kyle, qui disait que la spécificité d'Image, c'est que finalement, c'est comme un asile de fous où ce sont les patients internés qui eux-mêmes dirigent l'établissement. Et du coup, à cause de ça, parfois, ça peut être désorganisé. On n'est pas toujours raccord avec le planning, mais grâce à cette équipe justement des coulisses qui est extrêmement efficace, on arrive quand même à faire tourner la machine. Et donc, à ce moment-là, Karen ajoutait que pour ma part, j'imagine Corey rentrant le soir à la maison après le travail et hurlant de frustration à cause de tout ce qui s'était passé dans la journée. Eric? What was that? I have no idea what that was. What's the future of Image now? What's the future? Yeah. The future is yet to be written because everybody creates what they want to create. So it's an unknown, really. You know, and as it should be. Le futur est entièrement à écrire, puisque comme chacun crée ce qu'il a envie de créer, finalement, le futur, pour l'instant, c'est une inconnue, et c'est exactement comme ça que ça devrait être. Et pour toi, Thierry, le futur, il est comment avec Image Comics ? Le futur, il est extraordinaire parce qu'on n'a jamais eu autant de genres disponibles et de créateurs de talents qui aujourd'hui rejoignent les rangs d'Image. 25 ans, c'est extrêmement jeune finalement. C'est le début de l'âge de la maturité, mais c'est aussi l'âge où on commence à être dans la passation, dans le relais des informations. On a cette première génération d'auteurs extraordinaires à laquelle Eric appartient. Et on voit aujourd'hui arriver effectivement des gens comme Ed Brubaker, comme Matt Fraction, comme les auteurs qui sont présents ici. Le futur, il appartient aux créateurs, où que l'on soit et quel que soit le domaine dans lequel on officie, de toute manière. Il n'appartient pas aux financiers, il appartient aux créateurs. Vous
avez des questions? Je pense qu'il y a des gens qui vont passer dans les allées avec des micros. Oui. Il y a au moins quelqu'un qui a une question, ça me rassure. Je me sens moins seul. Ah, il y en a plein, c'est bon, je suis rassuré. Est-ce que des gens sont là avec des micros dans la salle? Oui, ça arrive. Juste ici, pour la première. Tu peux la poser en français ou en anglais, peu importe. J'allais dire ladies first. Donc, Oh, ladies first, yeah. Thank you. Okay. Hi. You were talking about the advantages of image and the freedom of working with your own creation, and obviously it's what every author dreams of. But I was wondering if there was anything about the other editors, like Marvel or DC, elements that you love, but just can't add to Image. What's exciting about them that you can't have at Image? Because obviously you already have so much, and Well, the ideal. in terms of Marvel and DC, we can't give you Batman. We can't give you Spider-Man. But we can allow you a venue where you can create your own Batman and your own Spider-Man and tell your own stories entirely. One of the things you'll find when you do work at a Marvel and DC, as exciting as it is to work on Spider-Man, you'll find that you can't do what you want to do with Spider-Man because there is a publisher with their own ideas and their own restrictions on what you might want to do. So you may come in going, I have this great idea of Spider-Man getting married and having his little kid, and the kid is pooping webs all over the house. And you may have a brilliant idea, but if they don't want you to do that, there's nothing you can do. Yes, but is there something you still like about their method? There's the pluses is you can get a page rate. They will pay you by the page to do the work, and you get to work with characters that you grew up with and always wanted to work with. So those are the advantages. Thank you. The other side is at Image Comics. When a book makes a lot of money, it all comes to you. So you do very well when things do very well, and when they don't do so well, you don't do so well. Alors évidemment, à Image, on ne peut pas vous offrir, vous donner Batman ou Spider-Man. En revanche, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut vous offrir, c'est la liberté de créer votre propre Batman ou Spider-Man. Et aussi donc la liberté de créer sans entrave et de ne pas avoir d'intervenant, parce que évidemment quand vous vous retrouvez à travailler sur ces grandes licences chez Marvel ou DC, vous avez toujours des comptes à rendre et vous ne pouvez pas faire exactement toujours ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez arriver avec un concept absolument génial, pour reprendre l'exemple de Spider-Man, d'avoir cet adolescent et qui d'un seul coup se rend compte qu'il est capable de grimper au plafond de sa chambre, et vous dites ça va être formidable comme concept. Si vous avez en face de vous un responsable qui vous dit non, c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir le faire. Alors que chez Image, vous allez avoir cette liberté-là. Après, évidemment, les avantages chez DC et Marvel, c'est que vous êtes payé à la page et que si vous avez de la chance, on va vous offrir de travailler sur vos héros préférés et vous allez avoir cette satisfaction-là. Alors que chez Image, si le livre se vend bien, l'avantage, c'est que tous les profits vous reviendront. Si le livre ne se vend pas très bien, vous ne ferez pas vraiment de profit. Et voilà, c'est la différence. The upside of Image is you can do anything. The downside of Image is you have to do everything. L'avantage d'Image, c'est que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et l'inconvénient d'Image, c'est que vous devez tout faire vous-même. Alors, déjà, je voulais remercier Sullivan et toute l'équipe du Rosard parce que c'est génial ce que vous faites. Et ensuite, ma question, c'était au sujet de l'éditeur Image. Beaucoup des créateurs qui viennent sont d'anciens des grandes maisons d'édition, donc des gens déjà connus. Est-ce que vous imaginez un modèle pour découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux dessinateurs, pouvoir les mettre en avant? Comme vous avez dit, au final, on lance la série, si ça se vend pas, bah, c'est tant pis. Est-ce qu'il y a un moyen de promouvoir dans ce cas-là pour des nouveaux talents?
So one thing I've noticed about Image is that all the creators that have arrived at Image are actually actually big names already who have worked on with the big publishers, so they already had made a name when they arrived at Image. Could you contemplate maybe a model to kind of boost young creators, unknown names, and launch new creators with the same maybe the same success? Or well, people talk about Image. Do you mind if I take this one? Sorry, I'm quite angry. Go ahead. Image, people talk about Image and they pay more attention to the books by big creators. Image still put out a lot of books by people you just don't know about. In 2006, our Phonogram came out and no one knew about us. And like a couple of months ago, a book called Limbo came out. And I look at these basically people a decade younger than I am, and they're exactly the same place. Image is always putting out books by new people. It's just they don't seem to get as much attention. And the other side is I'm involved with the Creators for Creators movement, which isn't actually part of Image, but a load of Image creators have gathered together, Image creators and a few other people, and actually given some money for a grant for a new creator, and they allow them to do a 6-issue mini, and Image says they'll publish whatever they do. So there is some creators who have decided to like donate some money towards that as well. Well, also you remember that Hickman he sent a book in blind, and so the Nightly News came from him. He hadn't done anything before. He was a brand new creator. The Luna Brothers, who they came through Image, and they had never done anything before. So it does happen all the time. It may not reach here in the order in which it reaches Americans. So by the time it gets here, you may have heard of those creators through other books. But we have debuted quite a few creators. À vrai dire, Image, bien sûr, bon, les gens parlent énormément de ce qui sort chez Image et parlent énormément des nouvelles séries créées par les grands noms, justement, mais dans le même temps, Image publie aussi beaucoup de séries par des créateurs dont vous n'avez pas forcément entendu parler. Par exemple, quand Phonogram a débuté en 2006, personne ne nous connaissait, donc nous étions de jeunes auteurs inconnus. Un autre exemple, par exemple, est Limbo, qui est sorti récemment, et là encore, c'était des auteurs qui n'étaient pas encore très connus. Donc, simplement, il y a beaucoup de séries qui sont publiées par Image, qui sont des créations de jeunes auteurs pas forcément connus. C'est juste que peut-être vous en entendez moins parler que celles des grands noms. Et donc, Eric a ajouté que oui, effectivement, Image a toujours aussi propulsé des auteurs pas connus. Par exemple, quand Hickman a commencé chez Image, il n'était pas connu du tout. Donc voilà, après l'ordre de publication des séries fait peut-être que vous entendez parler des auteurs par d'autres séries avant que celle-ci arrive en France, mais voilà, Image a toujours fait le pari aussi de soutenir des auteurs inconnus. I think the challenge is, as a new creator though, say you have a book and Image says yes, they want to publish it, is how that book, getting that book to cut through the noise as a new creator who doesn't have a name. You know, the initiative that Kieran is talking about is fantastic because when that book comes out, the talking points around that book are going to be centered on the initiative that made that book possible. So it's already something that helps it to separate and cut through the noise. I'm guessing. Hopefully, yeah. You know, I think the last 5 years, Justin Jordan, maybe, Luther Strode, was a book that separated itself, and then, you know, it's still going, so it's at least somewhat successful, right? I mean, the thing that I always was worried about, and still am, is when I started to do something like Cowl, like, I didn't think I was a name, and so who is going to buy this book? And it's a risk, but that's one of the that's the leap of faith that you take, and you're betting on yourself, you know, and you're going to put out books that don't sell. Oh, I know. I was gonna ask. Have you ever? So, but yeah, that's the conundrum though. Is if you're not a name, how do you get a book visible and
word of mouth, and there's no good answer for that. Just don't plan a 60-issue ongoing. Oui, alors, petit aparté, j'avais oublié un fragment très important de la réponse de Kyron tout à l'heure. Donc, Kyron mentionnait qu'il fait partie d'une initiative qui s'appelle Creators for Creators, donc les créateurs pour les créateurs, et qui a mis en place un fonds pour soutenir des créations de jeunes auteurs inconnus, et donc qui permet le financement d'une mini-série en 6 numéros. Et donc Kyle revenait justement là-dessus en disant que c'était une initiative extrêmement importante, puisque quand une série va être lancée avec l'aide de ce fonds de soutien, et bien justement ça va apporter un certain retentissement médiatique à la série, ça va lui apporter un peu de visibilité, puisqu'on va en parler en tant qu'une série qui justement a été financée par ce fonds. Donc c'est un moyen déjà d'obtenir une certaine notoriété pour ce titre-là, enfin d'en faire parler et d'émerger un peu dans toute cette masse de titres qui sort, et ça permet à ces séries de se distinguer. Voilà. Après, évidemment, tout nouveau lancement de série est un pari. Vous allez parfois lancer des séries qui fonctionnent très bien, et vous allez lancer certaines séries qui, elles, ne vont pas fonctionner. Mais ça, c'est un peu le dilemme habituel dans le monde de l'édition. Et donc, Kyron ajoutait ensuite, que simplement, quand vous voulez lancer une nouvelle série chez Image, ne rêvez pas dès le départ de faire une série en 60 numéros. Et je suis désolé, mais je crois que ça va être la dernière question. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, on est même déjà un peu en train de dépasser, mais on va faire les punks justement, et on prend le maximum de questions possibles quand même. Vas-y, je t'en prie, on essaie de faire vite. I have a question about the course of action for a creator at Image Comics. For example, it seems like the natural thing to do is that a new creator will start at an independent, or he will do something of his own. Then maybe he'll go to the big two, get more known, get his name out there, and then go back to Image Comics and make his more ambitious projects. So my question is actually two little questions. Is that, do you feel that Image is the best stepping stone, or do you feel that it's the big two for the best course of action for you as a creator? And do you feel like it's possible for a creator to become successful, like someone, like to have a Walking Dead or a Wicked and Divine or something like that, without ever going to the big two? I think that everyone's story is different, for starters, just as an overall caveat. I think that everyone starts a slightly different way. I think the trend that you're talking about is true, but I think that I think it is very hard. I would imagine, I'm not Eric, but I would imagine it's very hard to get Image's attention as a brand new creator. I mean, it's an open submission policy, so there are thousands of pitches that come in, and to sort through those, and it's hard. So with that in mind, other smaller publishers that you meet and are looking for new creators because either they don't pay great or they want to own half of your property, those are possibilities. And what do you get out of that? Well, you're published, and it creates a stepping stone. You're giving up ownership, I'd say 100% of the time, something like that. Black Mask might be an exception. Yeah? I don't know. I think Black Mask are actually good. Oh, okay. And that's a complete guess, though. For some reason, I just don't see them as being the sort of people. Yeah. Like I said, everyone's path is different. I think it is possible to do a book at Image as a brand new creator and have it hit, but it's really hard, and there's no way to really know. There's no way to know. There's no way to know when I launch this if it's going to work, and I've published a number of books before, but... Oui, bien sûr, l'histoire de chacun est très différente. Effectivement, comme vous le faites remarquer, il existe une tendance effectivement de commencer d'abord par du travail indépendant et ensuite un passage chez Marvel et DC qui permet de gagner en notoriété et ensuite de retourner vers Image pour faire du creator-owned.
Après, évidemment, la question de savoir par où est commencé est toujours un peu compliquée et différente pour chacun. Évidemment, l'avantage de travailler chez un grand éditeur, c'est que cela va vous donner peut-être plus de visibilité, cela va vous mettre le pied à l'étrier, vous allez avoir donc le tarif à la page, mais évidemment, dans 90 ou même 100% des cas, vous devez renoncer entièrement à vos droits sur ce travail-là. Alors qu'évidemment, chez Image, vous êtes entièrement... les droits vous reviennent entièrement. Et donc mais comme je le disais, vraiment le trajet de chacun est différent. Je pense qu'il doit être possible, bien sûr, de commencer directement à Image et d'avoir un gros succès dès le départ, mais c'est forcément assez rare. Et je ne peux pas imaginer combien le travail d'Eric doit être compliqué, parce que étant donné que le Image fonctionne sur un système de propositions ouvertes, enfin un système où vous envoyez votre pitch pour proposer de nouvelles œuvres, ils doivent recevoir énormément de pitch et donc il faut faire le tri dans tout ça et faire des choix, et c'est toujours très compliqué. I mean, Kyle kind of picks up the main things, but it's there are many stories, you know what I mean? It's a pretty common story, you know, go to Marvel, get an audience, take it over to Image, profit. You know, that's a common story, but there are certainly other variations. I mean, like, Kirkman would argue that his time at Marvel slowed down the success of The Walking Dead. If you actually Google around, Kirkman talks about this online. He thinks his time at Marvel actually diverted attention away from his indie work. And then there's, like, enormous creators who just don't come in through Marvel. I mean, we have to step away from Image, but it's, I don't know, Brian Lee O'Malley at Oni. You know, he's never ever touched Marvel. You know, I think he did a Young Avengers cover. That was his first thing for Marvel for us. You know what I mean? There are completely different spaces and places to explore like that, but it's always a roll of the dice. Effectivement, comme le disait Kyle, vraiment l'histoire de chacun est très différente. Il y a autant de trajectoires que d'auteurs, quelque part. Moi, j'ai eu une trajectoire qui est assez courante, effectivement, de passer par Image et ensuite de récupérer les profits, de passer par Marvel, pardon, et puis ensuite de récupérer les profits de cette notoriété en repassant chez Image. Mais vous avez aussi des auteurs qui ne passent pas par Marvel, ou vous avez aussi des auteurs pour qui le passage chez Marvel n'est finalement pas si intéressant que ça. Si vous cherchez un petit peu sur Google, vous verrez que Robert Kirkman, right? Yeah. Robert Kirkman parle de ça. Pour lui, son passage chez Image a ralenti quelque part sa carrière. Donc, chez Marvel, pardon. Excusez-moi. Son passage chez Marvel a ralenti sa carrière. Donc, et vous avez aussi des auteurs comme par exemple Brian Lee O'Malley qui ne sont pas du tout passés par Marvel. Quand Brian Lee O'Malley a fait une couverture pour New Avengers, c'était la première fois qu'il travaillait pour Marvel. Donc il y a vraiment autant de trajectoires que d'auteurs. Et un dernier mot, parce que là je crois qu'on a vraiment complètement dépassé. Merci à tous d'être si présents pour soutenir Image, particulièrement dans un endroit comme celui-ci. Et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est un honneur dingue pour moi d'avoir pu animer une telle conférence sur les 25 ans d'Image, qui est un truc qui est super, super important pour ce qu'on fait au quotidien. D'avoir été avec Thierry, qui a été mon mentor, d'avoir été avec Mathilde, qui a depuis hier assuré comme une bête sur la traduction de toutes les conférences, d'avoir été avec Kyle et Kieron, qui sont deux auteurs que j'adore, d'avoir été aux côtés d'Eric, que j'ai toujours pas eu le temps de vraiment rencontrer, parce que la préparation de la conférence a été ultra rock'n'roll, et qui est une vraie légende des comics. Et continuez à soutenir Image, s'il vous plaît. On aime tous Marvel, on aime tous DC, mais l'indépendance, c'est plus dur, mais l'indépendance c'est meilleur, croyez-moi, et c'est hyper important que ce succès se prolonge, et c'est vous qui êtes là pour ça, et voilà, donc continuez s'il vous plaît, parce que c'est le succès d'Image, c'est vous, donc voilà.